Bonjour à tous, aujourd'hui donc petite correction du travail que je vous avais donné sur le poème de Victor Hugo tiré du recueil des Contemplations aux arbres. Je vais vous lire le poème dans un premier temps et ensuite on va répondre aux questions au fur et à mesure. Aux arbres, arbres de la forêt, vous connaissez mon âme. Au gré des envieux, la foule loue et blâme. Vous me connaissez, vous m'avez vu souvent, seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant. Vous le savez, la pierre où court un scarabée, une humble goutte d'eau de fleur en fleur tombée, un nuage, un oiseau, m'occupe tout un jour. La contemplation m'emplit le cœur d'amour. Arbre de ces grands bois qui frissonnez toujours, je vous aime, et vous, lierre au seuil des autres, sourds, ravin où l'on entend filtrer les sources vives, buisson que les oiseaux pillent, joyeux convives. Quand je suis parmi vous, arbre de ces grands bois, dans tout ce qui m'entoure et me cache à la fois, dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Donc, première question que, euh, que je vous avais donc donnée. Comment le poète s'adresse-t-il aux arbres? Diriez-vous que ce poème est une rêverie solitaire ou bien un dialogue? Expliquez votre réponse. Donc ici, le poète parle directement aux arbres, c'est vrai, parce qu'il les apostrophe, il les appelle, on voit arbre par exemple. On voit aussi l'utilisation du vous, du pronom personnel vous, mais c'est pas vraiment un dialogue parce que si c'était un dialogue, les arbres répondraient au poète. Or ici, les arbres ne répondent pas. Donc en fait, on se rend compte qu'on a une rêverie. Le poète est en train de rêvasser. Il évoque même le fait qu'il a l'impression d'être écouté, entouré par les arbres, avec la citation suivante, vous connaissez mon âme, vous me connaissez, vous. Donc ça veut dire qu'il se sent bien auprès des arbres et qu'il peut se livrer. Il peut se livrer donc d'une manière un petit peu spirituelle ici, mais on ne trouve pas de dialogue parce que il n'y a pas d'échange véritable avec les arbres, même si lui se sent en communion avec eux. N'oubliez pas vos justifications surtout. Deuxième question, donc pourquoi le poète aime-t-il les arbres? Donnez au moins deux raisons. Relisez particulièrement le premier et le dernier vers de l'extrait. Donc, ici, le poète fait une déclaration donc aux arbres. On le voit avec l'adresse systématique aux arbres et l'emploi récurrent donc du pronom vous qu'on a vu juste précédemment. Donc là, vous devez relever les mots arbre et vous. On se rend compte que la nature ici le connaît, elle le comprend. Elle l'écoute et puis aussi elle l'accueille. Donc il se sent bien à l'intérieur de cette nature. Il peut, comme je vous le disais dans la première question, se livrer, parler, oser, il ne se sent pas jugé. Donc ici, comme dans les textes de Lamartine et de Rousseau qu'on a vus précédemment, on trouve ici l'idée d'une nature comme un refuge, dans lequel le poète se sent bien et donc peut se livrer. La nature donc elle l'occupe parce que il visualise, il regarde, il contemple, il rêvasse, il réfléchit. Et donc, cette contemplation, le fait de se poser, de regarder, de réfléchir, lui permet de se sentir entier et surtout de se sentir aimé de la nature. Voilà, c'est un échange d'amour en quelque sorte. Question suivante. Que fuit le poète? Que trouve-t-il au contact de la nature donc? Alors ici, on va essayer aussi de déduire en fait, d'interpréter. Le poète, dans un premier temps, s'il se retrouve seul dans la nature et qu'il apprécie ce moment, c'est que forcément il essaye de fuir quelque chose. Qu'est-ce qu'il fuit? S'il aime la solitude, c'est qu'il fuit, on peut essayer d'en déduire qu'il fuit la foule, les hommes, parce que lui il considère que les hommes, ils sont changeants. C'est-à-dire qu'ils vont critiquer, ils vont avoir un regard un peu malveillant. Il n'aime pas que les gens, et surtout la société dans sa globalité, critiquent, émettent des jugements. Et c'est ça que lui, il n'aime pas parce qu'en fait, ce qu'il aime dans la nature, c'est elle l'accepte tel qu'il est. La nature ne va pas le critiquer, peut-être aussi parce qu'elle ne peut pas s'exprimer, mais du coup, elle l'accueille comme il est, tel qu'il est, avec ses défauts, avec ses qualités, ce qu'il ne retrouve pas dans la société, parce que la société, vous comme moi, on émet des jugements sur les gens, c'est naturel, c'est normal. On se compare tous un petit peu les uns les autres, et donc lui, c'est ce qu'il n'aime pas, c'est pour ça qu'il essaye de trouver refuge
dans la nature, là où il se sent bien et surtout où il est seul. Donc on pouvait relever la citation « Vous me connaissez, vous », comparé aux autres gens qu'il côtoie. Voilà, la nature l'accepte et le considère tel qu'il est. Ce qu'il ne trouve pas aussi avec les gens et la société, c'est un certain calme. Donc la nature, ça le permet de se ressourcer, de rêver, d'écouter. C'est pour ça qu'on a une multitude de verbes de sensation. Avec le verbe voir, par exemple, ou entendre. Toujours relever des éléments, ça vous permet d'étoffer votre réponse. Ensuite, la nature est-elle seulement ici un lieu agréable, un locus amoenus? C'est une notion littéraire qu'on exploitera plus tard pour le poète, ou bien autre chose, et comment la considère-t-il cette nature donc? Ici, bien entendu, la nature elle est bienveillante. On le sent que dans la façon dont il la décrit, elle est douce, elle est bienveillante, elle ne le juge pas. C'est en quelque sorte un jardin un petit peu caché, un petit peu secret, un refuge pour le poète, un lieu agréable qui lui permet donc de méditer. Donc on peut faire un lien avec le texte de Lamartine qu'on a vu précédemment, parce que aussi il peut se permettre de méditer, de se poser, de réfléchir parce qu'il se sent protégé. Elle m'entoure, elle me cache cette nature. Donc comme s'il était dans un lieu secret, c'est comme vous, hein. Parfois, je sais que certains peut-être écrivent des journaux intimes, pardon. Et quand on écrit un journal intime, on se livre, on se dévoile parce qu'on sait qu'on ne va pas être lu, on n'est pas regardé. Ou bien, rien que de réfléchir, de penser, parfois on arrive à un petit peu mieux méditer parce qu'on sait qu'on n'a pas à converser avec quelqu'un et on se recentre un petit peu sur soi. C'est ce que lui recherche dans la nature. Donc pour terminer, je vous ai parlé du locus amoenus, vous allez noter cette définition. Donc c'est une notion littéraire qu'on retrouve dans quelques textes. C'est une citation, une notion latine, donc je vous explique ce que veut dire locus, ça veut dire lieu, et amoenus, ça veut dire agréable, donc lieu agréable, et donc depuis l'Antiquité, on a beaucoup de poètes qui ont proposé des descriptions comme ça d'une nature idéale et imaginaire, idyllique, qu'on nomme locus amoenus, lieu agréable. Donc ce lieu commun, il a été créé par les poètes grecs, et donc ce thème, il a été repris par, après, d'autres poètes et d'autres écrivains. C'est ce qu'on appelle un topos, c'est-à-dire un lieu commun, un cliché littéraire, c'est-à-dire quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs textes. Par exemple, comme la scène de la première rencontre amoureuse, la scène d'affrontement dans les romans de chevalerie, voilà, c'est des choses qu'on retrouve là, plutôt dans la poésie. Et donc le locus amoenus donc, désigne un lieu, comme là ce que nous décrit ici Baudelaire, d'une grande beauté, pas Baudelaire, pardon, Victor Hugo, un lieu donc d'une grande beauté, une nature vraiment magnifique, et ça fait en quelque sorte référence au Jardin d'Éden. On avait vu un tableau qui représentait le Jardin d'Éden. Voilà, c'est une nature vraiment idyllique, magnifique et magnifique. Donc il faut, bien entendu, noter cette petite définition dans son classeur.